ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingue newscast, and making news tonight, discussions are centering on enhancing the values of Francophone countries and fostering collaborations between their respective legislative bodies have ensued today between Honorable Hilarion Etong, first Vice President of the Cameroon National Assembly, who also doubles as the President of the Parliamentary Assembly of the Francophonie, and a delegation led by Melia Lacrafi, a deputy representing French citizens abroad. High point of this meeting will be yours in a moment. We talk Friday's attack in Bali in the Douala 1 subdivision that has left residents in fear. Psychologists links violence to youth frustration, with the community demanding enhanced security measures. The complete story and more comes up in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. It's always a pleasure to be on your screens to bring you high point across Cameroon and Africa. Well, the news opens today in the French language with you, Makeda Lidin. Good evening. Bonsoir Oni, la Danette Ondessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Coopération Cameroun-France pour ouvrir ce journal bilingue. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, l'honorable Hilarion Etong, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a reçu en audience ce jour à Yaoundé une délégation conduite par Amélia Lacrafi, députée des Français établis hors de la France. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la promotion des valeurs de la francophonie et également sur le 19e sommet de la francophonie prévu du 4 au 5 octobre prochain en France. Compte rendu de cette audience avec vous, Inès Pangon. C'est tout d'abord une visite de courtoisie au président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'institution, née en 1967, fédère 95 adhérents issus de parlements ayant le français en partage. L'espace politique de débat, de propositions et d'échanges veut s'étendre encore plus. Nous avons changé sur les valeurs autour de la langue française, sur l'organisation de l'institution en elle-même, de l'OIF, de l'APF et de ces institutions autour de la langue française, sur les origines de la francophonie et le grand Léopold Sédar Senghor, sur le fait qu'il était important que plus de parlements puissent rejoindre l'APF. Les discussions avec les membres de la délégation conduite par la députée des Français établis hors de la France ont également porté sur la promotion de la démocratie et de l'état de droit adaptable à chaque parlement membre. Les valeurs de liberté, les valeurs de solidarité et tout le corpus législatif que l'APF met en place pour que chaque parlement puisse aller puiser les informations, les textes qu'elle a envie ensuite d'adapter dans son pays, parce que bien sûr que chaque texte est à adapter et ne pas à copier-coller par pays. La rencontre, c'est ce 23 septembre 2024 à Yaoundé. Le ministre des Affaires sociales a procédé dans la région du Sud au lancement des activités relatives à la célébration de la Journée internationale des personnes âgées prévue le 1er octobre, comme chaque année. Enjeux, défis et perspectives pour cette couche vulnérable, avec vous, Olivier Bouzikeu à Yaoundé. Méomésis, département du Djaïlobo, région du Sud. C'est ici que démarre cette année la semaine dédiée aux personnes âgées. Le ministre des Affaires sociales, en présence des autorités locales, lance une série d'activités prévues dans les 10 régions. Question de renforcer l'assistance accordée à cette couche vulnérable. Selon les Nations Unies, le nombre de personnes âgées 65 ans et plus a triplé, entraînant une faible anticipation de leurs problèmes. Dans le cas d'espèces, comme il s'agit des personnes âgées, aller prendre en charge leurs besoins spécifiques. Donc le thème de cette année qui est The Place, la place de la personne âgée dans la société, pour que tout le monde comprenne bien que les personnes âgées font également partie à part égale de la société. Malgré le train de mesures adoptées au niveau national et qui s'appuient fondamentalement sur la politique de protection et de justice sociale impulsée par le chef de l'État, l'on note toujours la faiblesse du cadre juridique de leur protection autant au niveau international. Pour l'édition 2024, il s'agit ainsi d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la société civile et du grand public sur la question du vieillissement
et ses problématiques, intensifier la sensibilisation sur la nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques de protection et d'accompagnement. Une personne âgée qui est dans une société inclusive, qui est bien accompagnée, participe à la construction de notre pays. Donc nous pensons que c'était un message pour les galvaniser davantage, pour leur dire que la cessation d'une activité, parce qu'on est allé à la retraite, ne veut pas dire qu'on ne peut pas poursuivre, mettre ses compétences à la disposition de la nation. En appui aux personnes âgées de la localité, le membre du gouvernement a offert du matériel médical et des prises en charge. En retour, Pauline Irène Guéné a été remerciée et adoubée par les garants de la tradition. Il faut noter que la Journée internationale des personnes âgées sera célébrée le 1er octobre prochain à Yaoundé sous le nouveau format autour des activités du village des seniors. En ce temps, le ministre délégué au Minépat, Paul Tazon, a présidé ce jour dans la capitale la 8e session du comité technique interministériel d'experts chargés d'examiner les dossiers de maturité des projets d'investissement public. Sur les conclusions de ces travaux, nous vous proposons d'écouter Narcisse Elimé Obam. Il est chef cellule maturation des projets au Minépat et il est au micro d'Olivier Bouziqueux une fois de plus. Sur des questions statistiques, et on vous dit qu'il y a 98% des projets qui sont matures au Cameroun aujourd'hui. Ces assises qui se tiennent ce matin, c'est la 8e session du côtier. On voit quand la salle est bondée de monde. Pourquoi? Parce qu'on y attache du prix. Et ce sont les secrétaires généraux qui viennent présider, qui viennent rehausser l'image de cette instance. Pourquoi? Parce que le Cameroun, sans maturation de projet, ne pourrait rien faire. Nantes ici, un projet n'est réalisé rien que s'il est mature. Qu'entend-on par maturation des projets? On entend par maturation la réussite d'un projet. Ce n'est pas le budgétisé. Fini le temps des éléphants blancs, où les projets étaient faits pour des échecs. S'agissant de l'aspect climatique, depuis des lustres déjà, le Cameroun attache du prix à ce qu'on appelle l'aspect climatique. C'est à ce titre que tous les projets, avant qu'ils ne démarrent, ils sont d'abord étudiés au sens climatique du terme. On entrevoit, on anticipe sur toutes les répercussions qui peuvent advenir suite à ce changement, ce bouleversement dû à une question d'un élément, d'un projet qui peut non seulement toucher l'atmosphère et tous les éléments qui changent dans le climat. Donc le Cameroun est assez bien paré par la maturation des projets. In the groundbreaking initiative aimed at enhancing economic collaboration, while a delegation from the Confederation of Indian Industry, championed by the Honorary Consul of India to Cameroon, have engaged with Cameroonian entrepreneurs at the Cameroon Chamber of Commerce. They have engaged on ways to foster collaboration between the two countries and exchange on invaluable business insights. Let's get more details in this report as prepared by Cristela Sexuale and Julie Paul. An inspiring three-day business-to-business working session at the Douala Chamber of Commerce, a delegation from the Confederation of Indian Industry, championed by the Honorary Consul of India to Cameroon, engage with Cameroonian entrepreneurs to foster collaboration and exchange invaluable business insights. This dynamic gathering brought together managers and proprietors from various sectors, united by a shared goal to strengthen economic ties between India and Cameroon. There are a lot of complementarities. The products we need, services we need in India are available with the Cameroonians, and the services and products and solutions that the Cameroonian needs are somewhat available in India. So it's for the business people to take advantage of what can be done together. We have brought the delegation. I think my job as High Commissioner is to put the two sides together, make them work together. You know, delegations should go from here also, delegations should come from India also. And together they would find what they can do ultimately at the end of it. In the course of this event,
Participants delved into discussions on innovative practices, market opportunities, and strategies to enhance bilateral trade. The atmosphere burst with energy as attendees networked, sharing expertise and exploring potential partnerships. They are bringing health services, pharmaceuticals, logistics, infrastructure, energy sector, you name it. And it's much more than what I've spoken. So if you know how the Indian businesses behave once they go somewhere, they are there to do something for the country, to fill the gap. If you require their goods or services, they are there. They are there to invest, they are there to do trade and commerce, whatever is the requirement. So it's an exploratory delegation. With a focus on sustainable growth and mutual benefit, this event underscored the importance of cross-border cooperation into this global economy. Well, they've just come to see what exactly is available, because there was a business conference in India organized by the Confederation of Indian Industry, at which Honorable Minister Delegate Mr. Felix Ambayu went along with the business delegation. It was in the month of August 2024, last month, and there they showed interest and presented opportunities. So the Indian delegation has come to further see what are the opportunities available. They have had meetings with the ministries, departments of the government of Cameroon, as also with the business people both in Yaoundé and in Douala. As both nations look towards a prosperous future, this collaboration marks a significant step in building lasting business relationships. The synergy created during the sessions promises to unlock new avenues for trade and investment, paving the way for a brighter economic landscape for both countries. Toujours ici dans la ville de Douala, c'est dans la crainte et l'incertitude que vivent actuellement les populations du quartier Bali. 3 jours après le passage d'un groupe de jeunes délinquants communément appelés microbes dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 1er, la vie a repris son cours normal, mais c'est une population qui est prête à prendre la fuite à la moindre alerte. Orient Donken et Nono Futué. Ce ciel gris n'est pas que lié à la fine pluie qui tombe sur la ville de Douala ce lundi 23 septembre 2024. Ici à Bali, un quartier du 1er arrondissement, précisément au lieu dit rue des Manguiers, théâtre d'une scène d'horreur vendredi dernier, l'on se remémore ces instants tragiques, non sans une lueur d'incertitude dans les yeux. On fuyait des microbes, on attendait que peut-être s'ils sortent de ce côté, vu que c'était au fond de la rue. Oui. Donc, on attendait que s'ils sortent de ce côté, on devait aussi prendre notre chemin à fuir. On ne pouvait rien. Le phénomène est devenu récurrent dans la capitale économique et sur place, ce sont des populations qui semblent avoir accepté la situation. Vu que c'est un truc qu'on peut dire que par an, c'est 2 fois, et on peut déjà dire que c'est un truc de l'habitude. Non, la peur, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Je pense que c'est la 3e fois. La peur, on essaie de dominer la peur. Ceci pourrait se justifier par l'environnement. Déjà, tout ce que je souhaite, c'est que si on pouvait mettre de l'éclairage déjà en face partout là, je pense que là aurait dû nous faciliter même la tâche de pouvoir remarquer ce genre de personnes. Puisque nous étions là, nous avons juste entendu aux voleurs. Et puis, tout ce que je demande, c'est qu'il y ait la sécurité, qu'on renforce un peu de sécurité dans notre zone. Parce que la zone devient un peu dangereuse et cela aussi nous réduit notre recette journalière. L'insécurité se trouve plutôt au niveau de la population en fait, qui habite la zone. Parce que déjà, il y a un cimetière qui est à côté là et qui refuge tous ces fumeurs de chanvre. Donc c'est où tous ces gars-là, quand ils viennent finir de boire leur bière ici, ils peuvent rentrer encore là-bas, se droguer, tout en sachant qu'ils peuvent venir par ici commencer leur forfait. Il y en a qui vivent la peur au ventre. Vraiment très triste, vraiment. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que vraiment, c'est à nous-mêmes en danger, vraiment. C'est vraiment très triste, vraiment. Parce que quelqu'un sort comme ça le matin chez lui, vraiment. Qui ne rentre plus. C'est vraiment très triste. Vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Il faut vraiment la sécurité
nous qui sommes ici, là, vraiment, ça fait vraiment très, très peur. Le moral est bas, on est là comme ça, mais on ne sait pas. À tout moment, ils peuvent recommencer. Avec tout ce qu'on a subi là, personnellement, je n'étais pas là, mais quand je suis arrivé, on m'a donné le compte rendu. Vraiment, ça fait avoir peur. Ça nous donne des frissons. On est là comme ça, là, désormais, on sait qu'au plus tard, 17h, il faut qu'on ferme pour fuir. Il y a 3 jours, cette zone a vu surgir de nulle part une quinzaine de jeunes armés de couteaux et machettes, sémant frayeur, terreur et désolation. Un homme a perdu la vie sur le champ. Une scène semblable à une autre toujours à Bali, il y a quelques semaines seulement, laquelle avait également coûté la vie à un habitant de ce quartier devant sa porte. On se souvient que ce drame avait conduit les autorités à prendre des mesures telles que l'interdiction des mototaxis à Bali et Bonapriso entre 18h et 6h, de même que la mise en place d'un comité de vigilance. Et quelles peuvent être justement les causes de ce phénomène de microbes? Nous avons posé la question à Maurice Somo. Il est psychosociologue de l'éducation. Il a été joint au téléphone par Orient Donkin. Écoutez. Disons que le phénomène des microbes est lié à la dépravation générale des mœurs et à la montée de la violence dans nos sociétés et tout spécifiquement en milieu urbain. Alors, il s'agit ici d'une expression des frustrations ressenties par des populations extrêmement jeunes et qui ressurgissent par une violence difficile à saisir. Donc, la cause, au fond, est cette frustration dans un premier temps, et dans un deuxième temps, en rapport avec le caractère très très jeune de ceux qui sont à l'origine de ces violences. Il faut tout simplement pointer du doigt l'éducation à la base. Donc, une crise d'éducation pour fomenter les mentalités au respect de la société et couplée à des frustrations qui font qu'aujourd'hui, les parents sont plus ou moins complices de cette situation. Ces deux phénomènes, donc, couplés, vont aboutir à ce que nous observons aujourd'hui, c'est-à-dire la montée des microbes. Nous n'allons pas oublier que l'un des facteurs de la montée des microbes est ce phénomène, la mondialisation, parce que ce n'est pas un phénomène qui va être exceptionnel au Cameroun, qui va être importé d'ailleurs avec l'idée de ce que ça pourra permettre à ces personnes d'accéder à un certain nombre de besoins. Vous convenez avec moi que si des enfants sont à la maison, s'ils ont ce qu'ils veulent à la maison, s'ils sont à l'abri des images incitatrices à la violence, à la suite des frustrations qu'ils vont, forcément, il n'y aura pas de microbes dans la rue pour s'attaquer aux personnes. Bike riders in the economic capital of Cameroon, Douala, are encouraged to have all the necessary documents needed for circulation before October 1. Well, this is in line with a new regulation set by the Douala City Council or the Douala City Mayor, Roger Bassa-Dine. But with the presence of hundreds and thousands of bike riders in Cameroon's urban city, how possible is this? Christelle Asexole spoke to some commercial bike riders and she has this story. The upcoming regulation of the motorbike sector in the city of Douala, which becomes effective as from October 1, 2024, has sparked a mixed concern and support among local bike riders. This decision by the mayor aims to impose order on the bustling commercial motorbike industry, which has become a vital mode of transport in the city. Doing as a motorbike as a job, for him to have a complete document, which will be very difficult for him, because you know that in Cameroon things are very slow when it comes to certain strategies, like having driving licenses, categories, import, and so on. So it'll be very difficult because there are more than 600,000 bikes here in Cameroon. It'll be very difficult for them. So for me, for the mayor to make things very easy for those who are riding the bike, they should only have import
and the Schwazib, because it will be very easier. It will be very easier for those who are already back to have those documents. But to have a complete document will be very difficult for them. Because I myself, I don't have a complete document, so I'm just trying all means to have it, but it's not easy. Riders who fail to comply with these new regulations will face potential sanctions. This has raised fear among some bike riders on their livelihood, and they have expressed apprehension about the impact of these regulations on their daily operations. Mais Marie, est-ce que quelqu'un peut avoir une moto qui a fait peut-être 4 à 5? I believe that the authorities should also take into consideration the economic realities. For someone who has been riding his bike for years, Parce qu'il y a les motos qui ont 7 ans, les pères qui ont les... It won't be easy for them to come up front and start trying to get all these documents. That money can help them purchase a new bike. Le prix donc qui veut faire les papiers de la moto, ça peut l'aider à acheter une nouvelle moto et continuer le travail. Moreover, this sentiment echoes a broader anxiety among the community who argue that while regulation is necessary for safety, it must also consider the economic realities they face. I myself, I don't have a complete document, so I'm just trying all means to have it, but it's not easy. For now, I cannot tell, but it will be very difficult. Well, I for one, I'm a student, so I'm a student. I just do a part-time work for now, but I'll be sincere that let the mairie should ask you, should do the rightful work by processing the document, such as giving the Schwazib and MPO for those who are walking the bike. For that, it will be very easy for them to have access on the road. Because if you don't have, you cannot walk on the road because you might be held by those at the commune because you don't have your documents. So I will permit the mairie should allow at least those who have the Schwazib and the MPO should be working. Because having a complete document is very difficult for them. Conversely, some riders have welcomed the move, believing that regulating the industry could enhance safety and professionalism within the sector. It's normal for all bike riders to conform with these regulations and possess all the necessary documents for proper identification. However, this initiative comes in response to rising crime rates and numerous traffic incidents linked to unregulated motorbike operations. The local government aims to streamline the sector by ensuring that these riders possess valid documentations, which include a transporter license and proof of bike registration with identification numbers, and a designated jacket. All this to improve accountability for public safety and crime prevention. Nonetheless, as Douala prepares for these changes, the dialogue between authorities and bike riders continues, highlighting the complexity of balancing regulation with economic survival in this vibrant urban landscape. Parlons d'autre chose. Pour une meilleure inclusion sociale, son importance n'est plus à démontrer. Avec la langue des signes, l'exclusion et la frustration n'existent plus. Ce 23 septembre est Journée internationale des langues des signes. Incursion dans une école inclusive basée à Douala avec vous, Orion Donkeng et Nono Fetué. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ça va? Cette formule de politesse est encore difficile à assimiler par ces enfants muets et malentendants, car ceux-ci sont comme des vases vides à l'entrée de l'école. Si tous les enfants viennent, eux, à la maison, ne connaissent rien. Ils arrivent ici avec les signes de la maison là-bas. Quand ils viennent, on commence à leur enseigner les signes ici là. Alors, tous les enfants, quand on voit, ils commencent par se développer, ils apprennent, et bien, après, ils s'adaptent, ils commencent à signer, et ils peuvent
communiquer avec tous les sous dans le monde. Pour une communication fluide, il faut au minimum 5 années. Je peux dire que pour apprendre la langue des signes, un enfant commence en maternelle là-bas, il évolue, ça peut faire 7 ans. Mais à la 5e année, tous les enfants communiquent bien. Les centres pour muets et malentendants sont rares dans la ville de Douala. Pour ce responsable sur le terrain depuis près de 10 ans, une des difficultés est la communication avec les parents. J'organise souvent les réunions avec les parents pour pouvoir les sensibiliser sur l'éducation des sourds. Comment ils peuvent faire pour accompagner les enfants? Parce que c'est très important. Nous avons les cours de langue et signes pour les parents les samedis. Infrastructure et surtout la suite du cursus scolaire des enfants, c'est un autre challenge à relever au quotidien. C'est comme la direction de l'école. C'est ce que nous saisissons les épreuves des enfants, nos documents administratifs. Et ainsi aussi, c'est là où nous essayons de former les enfants qui ont eu le CEP. Les deux, voilà, ils ont eu le CEP l'année passée. Mais les parents n'ont pas pu les envoyer au lycée. À l'occasion de la Journée internationale des langages des signes ce 23 septembre, ces responsables appellent la population à s'intéresser davantage au langage des signes pour faciliter l'insertion des sourds, muets et malentendants dans la société et même éviter des discriminations. Let's take you out of the country. Well, we take you to the Democratic Republic of Congo, precisely in Goma, where we will meet a young, ambitious lady that is running a recycling company that is tackling plastic solution and also creating jobs for millions of its internally displaced population. Who is she? How has she been able to survive all these years? Well, let's get into her world. Irene Maroy is a manager at the Resilience for Development Group, or RDG, a women-owned business that turns plastic waste into eco-friendly paving stones. Based in Goma in the Democratic Republic of Congo, the company provides jobs for people displaced by years of war. Maroy says her focus is on young internally displaced people, hoping to prevent them from joining armed groups. When I saw so many young people turning to armed groups because they had no jobs, I knew I had a duty to help. And when war forced our fellow citizens to flee to the city, I decided to support some of the displaced by buying the plastic waste they collect. Thanks to this, many, especially women, are now able to provide for their families. As of April 2024, the DRC had 6.8 million internally displaced people, according to the United Nations. Boniface Kaina, a father of 7, is one of them. He says he is grateful for the job with RDG. By the grace of God, I met Irene. She taught me how to turn plastic waste into eco-friendly paving stones. I'm grateful because on the 15th and 30th of each month, I get paid before the World Food Programme assists us in the camp. That money helps me and my family survive. The company also aims to make a dent in plastic wastes. For almost 3 years, the paving stones produced by the company have helped clean up the city of Goma and have been laid in private plots as well, says customer Gloire Muhindo. I chose to buy these paving stones mainly because they are made locally, which really motivated me. They are made from plastic waste like bags and bottles that litter our city. Supporting this initiative not only promotes recycling but also helps keep our city clean. Maroy's team say they are recycling about 10 tons of plastic every month in Goma. She says she's accomplishing 2 goals: fighting plastic waste and helping war-displaced people become more self-reliant. Zanemneti Zaidi, VOA Africa, Goma, the Democratic Republic of Congo.
It's with that report that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingue newscast. Thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makedaliti. Au revoir, Oni Ladonnette. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.